Cosa Vostra. Il y a deux digitalisations dans l'entreprise. Il y a celle que tu décides, qui est de dire je vais vendre mes produits sur Internet. Et puis il y a celle que tu subis. La première, c'est que si jamais tu réussis à vendre ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir beaucoup de ventes, tu te dis putain, comment je vais faire pour produire tout ce que j'ai à faire. Et là, tu commences à rentrer dans une digitalisation qui est subie. C'est-à-dire que maintenant, il faut que j'adapte tous mes outils pour pouvoir faire face à la demande. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Panier avec Stéphane Beretti, le grand patron, le patron de Stores et Rideaux, entre autres, mais du groupe qui est au-dessus, qui vend, comme son nom l'indique, des stores et des rideaux, mais sur mesure. Et vous êtes fabricant et distributeur de ces stores et de ces rideaux. Je vous préviens d'ores et déjà, chers auditeurs, je vais essayer d'arriver à canaliser Stéphane, mais ça fait une demi-heure... au moins une demi-heure qu'on se parle et qu'il me raconte son histoire, ça va être passionnant. On va apprendre plein de trucs, c'est une très belle histoire. L'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui, que Stéphane va vous raconter surtout, c'est l'histoire c'est pas une reconversion d'ailleurs. Non, c'est une transformation. C'est une transformation. Stéphane, à 40 ans, à 41 ans, après déjà une belle carrière dont il nous parlera dans une seconde, a décidé de racheter cette société. À l'époque, elle avait 35 employés. Aujourd'hui, ils sont 85. Tu vises d'être 120 dans 5 ans. Tu as appliqué des méthodes que tu avais apprises dans l'informatique chez Atari, dans les télécoms. Tu as installé les premiers réseaux GSM en France. À une boîte... alors, je l'ai noté, je le retrouve... à Notonville, même pas à Ponto, à côté de Notonville, qui vend des stores et rideaux et qui est devenu aujourd'hui un bel acteur français. Donc des méthodes que tu avais apprises dans des secteurs différents, mais qui s'appliquaient aussi à cette structure, à cette société. L'histoire qu'on va vous raconter, je me reprends, c'est la digitalisation d'une PME locale, traditionnelle, qui existe depuis 40 ans, qui va se réinventer dans sa distribution, mais dans le respect du savoir-faire et des employés qui étaient là depuis toujours. Bienvenue. Merci. Ça me fait très, très plaisir de te recevoir. Je remercie Maxime Cornuau qui a rejoint ton équipe, qui est dans la salle, qui n'a pas eu le droit à un micro aujourd'hui, mais qui a permis cette rencontre. Alors, il y a tellement de bouts par lesquels prendre cette histoire, mais juste, qu'est-ce que tu as fait avant de devenir patron, de racheter une boîte à 40 ans ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vécu dans ma carrière des événements importants. Je suis pas pour grand-chose, mais en tout cas, je les ai vécus. D'abord, j'ai commencé par travailler chez Atari. Et Atari, c'était bien sûr l'inventeur du jeu vidéo, mais c'est aussi celui qui a amené les premiers ordinateurs à la maison. Aujourd'hui, ça paraît à tout le monde évident d'avoir un ordinateur chez soi. Mais lorsque on est dans la fin des années 90, vers 1987-88, Atari lance le fameux Atari 520 ST. Alors là, ça donne tout de suite l'âge, mais c'est le premier ordinateur à la maison. Et donc, on fait de la musique, on fait tout un tas de choses, on joue, mais c'est le premier ordinateur à la maison. Il y avait Commodore, il y avait également Amstrad à l'époque, mais c'est Atari. Donc là, j'y passe un peu de temps. C'était les disquettes 5 pouces, c'est ça à l'époque. T'avais 3 pouces et demi, puisqu'on avait quand même passé les 5 1/4. C'était les premiers PC, les 5 1/4. Okay, Atari est né avec les 3,5. Avec les 3,5 et avec le même microprocesseur qu'Apple, qui était le 68000 de Motorola.
Et donc on démarre dans cette aventure. Et c'est un engouement terrible, puisque j'ai souvenir, moi, que on vendait des par palette des ordinateurs. Les gens découvraient ça, c'était ludique, c'était sympa, tu faisais de la musique. Jean-Michel Jarre a fait son concert à la Défense avec des Atari. C'était celui qui utilisait Atari pour faire sa musique. Donc, si tu veux, c'était super. Moi, on était sur la scène, c'était extraordinaire. Génial. Moi, j'ai eu mes premiers émois informatiques avec un Atari 520 STE. C'est ce que je disais en préparant cet entretien. Et donc, c'est une aventure. T'as plein de gamins qui jouent là-dessus. T'as plein de jeunes qui développent des logiciels, qui font du graphisme. Donc, c'est une super période, assez insouciante, assez sympa. C'est les consoles de jeu, toute cette partie-là. Donc, moi, j'ai connu ça jusqu'en 92. En 92, je quitte Atari et je rentre dans une filiale du groupe France Télécom, ça s'appelait EGT, où là, je découvre par le plus grand des hasards encore un nouveau défi, c'est on lance le GSM en France. C'est-à-dire que... En 92 déjà. En 92, c'est les premiers. C'est-à-dire que en 92, tu as que 2 opérateurs. Tu as SFR et Radiocom 2000, avec des téléphones essentiellement fixes dans les voitures, réservés à une frange infime de la population. Et en 92, entre-temps, tu as eu le bebop qui a essayé de percer, mais qui a été assez vite phagocyté par le mobile. Le bebop, pour les plus jeunes d'entre vous, dans certaines villes, on en voit encore ces espèces d'autocollants tricolores. Je crois qu'il y avait bleu, vert et blanc collés sur les immeubles. Tu avais des bornes sur les immeubles et tu te baladais avec ton petit téléphone. Alors c'était pas mal comme idée, mais si tu veux, quand le GSM a commencé à se déployer, c'est devenu incroyable. Donc on démarre le GSM en 1992. Attends, à ce moment-là, je vous assure, on n'y reste pas trop longtemps, mais c'est vraiment passionnant. À ce moment-là, France Télécom n'a pas de réseau ? Tu m'as dit il y avait 2 acteurs, il y avait SFR et Radiocom 2000 qui appartient à France Télécom, mais c'est des réseaux analogiques, c'est pas du GSM. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lance le mobile en France, lancer le mobile, c'est d'abord construire le réseau qui à l'époque s'appelait Itineris. Ok. Et Itineris, c'était la première marque du mobile et du GSM en France. Et donc on lance ça. Tu avais même 2 cartes à une époque. Tu avais le 8 watts pour les voitures et le 2 watts pour les portatifs, parce qu'on n'osait même pas appeler ça des portables à l'époque. Des portatifs, tu vois, déjà rien que le nom. Et on démarre là-dessus et on lance dans les 2 années qui suivent les premiers coffrets Ola. Donc c'était les premières offres dans les agences France Télécom. C'est bien après que France Télécom rachète Orange et devient Orange. Et donc là, c'est une aventure qui est quand même juste incroyable parce que tu as des croissances complètement folles. Tu vends des terminaux. Au début, ça paraît complètement absurde, mais la première minute est indivisible. Tu payes pour écouter tes messages. Enfin, c'est ça le démarrage du GSM. C'était 92, ça. Mais professionnellement, pour moi, c'est une aventure extraordinaire parce que tu démarres sur quelque chose qui va devenir gigantesque. Tu sens que c'est gigantesque, tu t'imagines pas à quelle vitesse ça va aller. Se lancer dans le GSM au début des années 90, c'est un bon pari, ouais. C'était rigolo. Ouais. Et donc, on a commencé comme ça. Je reste chez EGT jusqu'en 2002. Et en 2002, je rejoins une petite boîte parce que là, on vit une nouvelle aventure qui est la déréglementation des télécoms. Et on crée un opérateur télécom qui s'appelle Captec. Et qui a pour objectif de devenir un opérateur pour les entreprises grâce à la déréglementation. C'est-à-dire que France Télécom perd son monopole. 2002, tu as dit ? Ouais, 2002. Ouais. 2002, c'est le démarrage. Et on commence à voir arriver dans la voie les premiers opérateurs alternatifs et qui petit à petit vont commencer aussi à faire de la data. Alors aujourd'hui, ça parle plus à personne parce que tout le monde considère que c'est totalement normal. Mais à l'époque, t'as pas de développement du GSM tant que tu n'as pas de data du mobile. Toute l'image, toutes les films, les vidéos et même les sites internet, tant qu'il n'y a pas un réseau data suffisamment fort, ça n'existe pas. Donc on connaît cette aventure-là moi j'y reste jusqu'en 2006, époque où l'opérateur est revendu à LDcom, il deviendra 9 entreprises. LD, Robert Louis Dreyfus, qui vous rachète ? Qui rachète parce qu'il rachète la boîte, ouais. Ouais, il rachète la boîte parce que lui avait tout compris, il avait monté le backbone qui était sur les voies navigables de France et tout le monde s'était épuisé. Mais t'as dit ça tout à l'heure en préparant, c'est littéralement les voies navigables de France qu'il a utilisées ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait... je crois que c'était une métaphore. Aujourd'hui, tu avais SFR qui passait sur les autoroutes. Ok. Tu avais... c'est pour ça que quand il y avait des travaux sur l'autoroute, au début, tu avais un coup de pelle, ça te coupait le réseau. Tu avais Robert Louis Dreyfus qui passait, LDcom qui passait sur les voies navigables, c'est le long des fleuves. Et tu avais France Télécom qui avait son propre réseau historique. Ouais. C'était les 3 grands réseaux à l'origine.
2006, vous vous faites racheter. Et c'est là qu'il se passe un déclic. Attends, qu'est-ce que tu as fait chez Atari et chez... Alors, tu faisais quoi? Chez Atari, j'ai été d'abord, je suis arrivé, j'étais chef de projet puisque j'étais tout jeune, je sortais de l'armée. Après, j'ai été responsable de la promotion. Donc c'est moi qui ai créé le premier Atari Show, qui était le premier salon. Il y avait l'Apple Expo, il y a eu l'Atari Expo. Et je m'occupais de l'animation de tout le réseau commercial. Ensuite, chez EGT, j'ai commencé chef de produit et puis j'ai terminé directeur de la division terminaux. Donc c'est moi qui m'occupais de distribuer tous les terminaux mobiles du groupe France Télécom. Et puis chez Captec, j'ai été directeur général de la distribution, c'est-à-dire que là, je m'occupais d'organiser toute la distribution puisqu'on est parti de zéro chez Captec. Et on a fini 4 ans plus tard, on faisait 1 milliard de chiffre d'affaires, on était 800. Donc on a monté tout ça en l'espace de 4 ans. Ok. Et donc, quand on est racheté, bon, j'étais assez proche de mon patron de l'époque et je lui dis, mais je sais pas trop ce que je vais faire, quoi. Et il me dit, bah, de toute façon, il te reste qu'une chose à faire, c'est rachète une entreprise et tu vas franchir une étape de plus dans l'entrepreneuriat. Et j'ai suivi son conseil. C'est comme ça que l'aventure Sodiclair a démarré. Parce que tu étais employé jusqu'à présent. Ouais, j'étais salarié, ouais, bien sûr. Alors, parenthèse, mais il y avait des principes de BSPCE ou d'action pour les employés Ouais. On s'est tous cru riches à une époque. et en fait, bon, bah, ça a plus ou moins bien marché parce que tu sais que les télécoms ont souffert d'un assèchement du marché financier. Mais peu importe, les gens étaient intéressés, mais le vrai avantage, c'était pas ça. Le vrai avantage, c'est que t'avais entre 25 et 35 ans et on te donne la possibilité d'entreprendre dans une boîte en étant salarié. C'est-à-dire que tu t'éclatais. Tu montais des trucs super. Sur un marché qui explose, littéralement. Qui explose, et t'as zéro risque, t'es salarié. Ouais. Bah, c'est une belle école quand même. C'est un beau cadeau. C'est pas mal. Nous, on croise quand même beaucoup d'entrepreneurs, de wantrepreneurs, donc des entrepreneurs qui souhaitent le devenir, enfin, des gens qui souhaitent devenir entrepreneurs, pardon, mais qui cherchent en même temps cette sécurité. Bah, ouais. Ouais. C'est un choix, quoi. Et c'est difficile. Et quand t'as 40 ans et que bah, t'as une famille, t'as 3 gosses, t'as une femme avec qui tu as construit quelque chose, ça fait partie de ta décision. À un moment, quand tu dis, au fait, je t'explique, je vais racheter une boîte. Donc, c'est vrai que le confort, ça va peut-être être un peu différent pendant quelques mois. T'as gagné des sous avant comment tu t'es constitué un capital? Je m'étais constitué un tout petit capital, franchement pas énorme. Comme un employé payé. Comme un employé bien payé et élevé par un père qui avait donné quelques règles d'épargne élémentaires, donc j'avais mis un peu d'argent de côté. Mais j'avais juste de quoi me lancer dans un nouveau projet, quoi. Ok. Et deuxième question annexe, en 2006, il y a déjà le principe, il n'y a pas encore de rupture conventionnelle et de chômage. Ah non. Donc quand la boîte est rachetée, je démissionne. Tu démissionnes. Donc tu pars une main devant une main derrière, tes économies. Ok. Donc c'est ton boss qui t'a dit qu'il... Ouais, moi mon boss c'était un type. Tu sais, tu fais pas une carrière si t'as pas rencontré quelques personnes inspirantes. Ouais. Et donc ce monsieur fait partie des gens inspirants que j'ai rencontrés. Et il est aujourd'hui un multi-entrepreneur et me dit mais il faut que tu le fasses. Je veux dire, t'as ce qu'il faut, fais-le. Il m'a hébergé dans sa boîte pendant les 8 mois, le temps de la recherche de Sodiclair, jusqu'à ce que je trouve la société Sodiclair. Et puis on faisait des points ensemble. Il y a des jours, tu sais, quand tu cherches une boîte, que t'as pas de revenus, tu te dis, c'est quand même pas la fête. Hein. Et t'étais dans les télécoms pendant 15 ans, l'informatique, ton CV, il a une valeur là. Si tu décidais, tu vois... Ouais, il a une valeur, mais encore une fois, c'est pas mon projet. Donc t'y vas pas. Oui, mais 8 mois, ça peut être long. Ouais, c'est pour ça que tu le fais pas tout seul. Moi, j'étais entouré par ce monsieur qui m'accompagnait, qui moralement. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas faire ça tout seul. Peu importe que tu sois associé ou pas, ce qu'il faut simplement, c'est que tu aies des gens avec qui échanger et des gens qui soient là quand tu as une baisse de régime. Ce qui est toujours le cas, même quand tu diriges une PME, il y a des jours où quand tout se met de travers, voilà, tu es tout seul. Ce qui compte, c'est pas la taille du bateau, c'est le fait que tu tiennes le gouvernail. Comment tu trouves Story Rideau ? Alors, je trouve pas Story Rideau, je trouve Sodiclair. Sodiclair, grâce à la chambre de commerce, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu cherches une entreprise et que tu n'es pas... que t'as pas beaucoup d'expérience, tu prends les canaux habituels, c'est-à-dire les annonces, soit il existait, à l'époque, il n'existait pas encore certains sites qu'on a aujourd'hui, et puis tu vas vers les chambres de commerce, parce que les gens dans les chambres de commerce, c'est eux qui connaissent tout le tissu local, tout le tissu des PME. Et donc tu rencontres ces gens-là, tu leur expliques ce que tu cherches, les moyens que tu as,
ce que tu sais faire. Parce que quand tu rachètes ta première boîte, c'est toi que tu vends. Quand tu rachètes ta deuxième, c'est toi qu'on achète. Ce qui n'est pas exactement pareil dans la démarche. C'est-à-dire que donc on fait une recherche et puis je tombe sur Sodiclair. Attends, quand tu achètes une boîte, c'est que toi que tu vends. Comment ça, c'est toi que tu vends? Mais il faut convaincre les gens. De vendre? Ouais. Mais les boîtes sont à vendre. Elles sont à vendre, mais attends, un patron de PME qui te lâche sa boîte, il te lâche pas sa boîte au premier venu. Il lâche sa boîte à quelqu'un dont il pense qu'il va pouvoir en faire quelque chose. Surtout Le mec, il a passé toute sa vie à la construire. C'est ça. Ouais, il a passé toute sa vie à la construire. C'est pas pour la céder à quelqu'un qui va la bousiller en quelques années. Donc tu peux comprendre que le mec, quand tu es attaché à quelque chose et que tu dois le transmettre ou que tu as décidé de le transmettre, tu veux quand même le transmettre à quelqu'un dont tu penses qu'il va en faire quelque chose. Et ça, c'est majeur. Mais tu retrouves ça aussi dans l'immobilier. Tu as des gens qui vendent leur maison, mais ils ne veulent pas la vendre à n'importe qui. Dans une boîte, c'est pareil. Quand tu rachètes des petites PME, au début, la démarche, elle est assez proche de l'achat immobilier, d'ailleurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu cherches avec des petites annonces, des petits machins. Les grands biens immobiliers, en général, on dit qu'ils sont pas sur le marché. Mais toi, tu n'y as pas accès à ça, parce que tu démarres dans le truc. Donc, tu fais exactement comme l'immobilier, tu fais les annonces. Tu vas à la chambre de commerce, comme tu pourrais aller sur des sites immobiliers, c'est pareil. Là, c'est la chambre de commerce de Notanville ? La chambre de commerce d'Eure-et-Loir, ouais. D'Eure-et-Loir ? Ouais. Donc, tu as fait toutes les chambres de commerce de France ou celles de région ? Non, j'ai fait dans des régions limitrophes, si tu veux. Déjà, il faut savoir que quand tu crées une entreprise à 40 ans et que tu as été salarié, que tu as bien gagné ta vie, tu peux pas tout changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu vas déjà changer un mode de fonctionnement pour ta famille. Moi, j'avais 3 enfants, une femme, j'ai tout, quoi. Et donc, tu vas changer déjà un mode de vie, c'est-à-dire que tu vas porter une responsabilité, donc tu vas pas en plus changer de région ou aller trop loin. Donc tu vas pas changer intégralement. Moi, j'étais un spécialiste du B2B, donc j'ai cherché une boîte qui faisait du B2B. J'étais moins regardant sur le produit, j'étais moins regardant sur le marché. En revanche, j'étais regardant sur un truc que je connaissais, c'était le B2B. Tu peux pas tout remettre à zéro dans tous les domaines. C'est-à-dire... On y revient dans une seconde parce que moi, je suis toujours pas persuadé d'avoir compris. Je rigole, mais comment on passe des télécoms en B2B au store en B2B, mais tu nous l'expliqueras. Donc, tu es là pendant 8 mois, hébergé par ton ancien boss, avec cette mission de trouver une société à reprendre. Tu fais les petites annonces, tu contactes les chambres de commerce. Tu passes sur plusieurs deals. Non, en fait, tu regardes... Sodiclair, c'est le premier que tu as... Je regarde plusieurs dossiers, et Sodiclair, c'est le premier où je vais à fond. Ok. Qu'est-ce qui t'a décidé ? J'ai vu la boîte sur un salon, je l'ai trouvée super bien organisée, elle était dirigée par une femme, une maîtresse femme. Avant, tu l'avais trouvée via la chambre de commerce et ensuite tu l'as rencontrée sur un salon ou tu l'as vue sur un salon il se trouve que je l'ai rencontrée par la chambre de commerce, ouais. Et après, j'ai été la voir, voir sur un salon, j'ai été observer un petit peu comment ça se passait et j'ai trouvé que c'était une belle PME qui était tenue par une femme à poigne, une femme remarquable, et je me suis dit c'est une belle boîte, ouais. Madame Billy, ouais. C'est ça, qu'on salue, et tu me disais que tu déjeunes encore avec elle. Je dîne avec elle toutes les semaines. Parce que c'est important aussi, la transmission. Je pense qu'on ouvrira là-dessus dans 1 heure quand on terminera ce podcast. Donc elle était en vente. Elle était en vente, Madame Billy a approché de la 60aine, elle avait beaucoup travaillé. Et c'est elle qui avait fondé la boîte ? Ouais. Avec un mari qui n'était plus là ou un mari qui malheureusement pas est décédé très vite après la création de la société, donc elle a fait ça toute seule. C'est une sacrée femme. Ouais, j'imagine. Alors je redescends un peu. Donc tu la crois sur ce salon, c'est une société qui est bien tenue. Une belle société qui a un beau business B2B. Alors pour être tout à fait honnête, je suis assez bricoleur. Donc le store, ça me fait pas peur, le rideau, ça me fait pas peur. Je vois visuellement ce que c'est. J'ai une approche produit qui me choque pas. Si tu veux, moi j'ai toujours bricolé, c'est moi qui ai refait mes maisons. Donc j'ai une approche assez pragmatique du produit. Non mais bricoler des stores et gérer une société de production de stores de 30 personnes, un atelier de 30 personnes, c'est pas la même chose. Ouais, c'est comme ça. Je vois cette boîte, je trouve qu'elle est bien, elle fait du B2B, je sais ce que je peux lui apporter et il faut que j'apprenne ce qu'elle sait faire et que je ne sais pas, donc on démarre. Combien ça vaut, une boîte comme ça ? Je l'ai acheté 1,8 million. En euros, en 2006, ouais. Voilà. 1,8 million, ouais. Pour combien de CA à l'époque ? 4,3 ou 4. Ok, et combien d'EBITDA, tu te souviens ? 200 000 euros, 180 000 euros. Ok. Elle la vend bien à l'époque. Ouais, elle la vend bien, j'allais dire. Ok. Un peu de trésor, bien géré.
Gérer en bonne mère de famille une belle boîte. Mais franchement, une belle boîte, une boîte qui a des beaux fondamentaux, qui a un bon métier, qui, voilà, elle fait pas mal de choses, elle est assez créative, une belle boîte. Donc tu trouves Sodiclair qui vend des stores et des rideaux sur mesure à l'époque et qui fait du B2B. Ouais, elle vend aux entreprises et aux collectivités, donc elle a des commerciaux qui vont visiter les entreprises. Locales, France. Alors elle a plusieurs agences, donc il y en a une dans le sud, il y en a plusieurs en France. Et donc, tu as des commerciaux locaux qui vont se balader dans les boîtes, ils prospectent, ils vendent, ils prennent les mesures, ils remontent tout ça à l'usine fabrique, elle redescend ça dans les agences et les poseurs installent. Les poseurs qui font partie de la société Sodiclair ou des poseurs Non. Tout est intégré. C'est-à-dire que il y a un seul responsable, c'est Sodiclair. Et donc, ça veut dire que tu as un interlocuteur unique, c'est le commercial. Et c'est l'entreprise qui fabrique, c'est l'entreprise qui installe. Prestation, ce qu'on appelle totalement intégré. Ouais. Et donc 35 personnes quand tu la rachètes. Combien de personnes à la prod ? 12. Ok. Et c'est un métier que tu n'as jamais fait ? Non. Il y a un chef d'atelier ? Ou plusieurs peut-être ? Ou pas ? Ou c'est Madame Billy ? Oui, Madame Billy a la main sur beaucoup de choses. Ok. Elle supervise tout. Alors il y a quelqu'un qui s'occupe d'organiser la production et la planification, mais c'est quand même elle qui a beaucoup la main. La passation se fait sur combien de temps ? Elle reste combien de temps avec toi ou 1 an. 1 an. C'est son bébé, elle y a travaillé, elle l'a fondé avec son mari, c'est beau, elle l'a géré toute sa vie. Ouais. Elle la lâche facilement ? Ouais. Il y a quand même beaucoup d'affect, non ? Alors, il y a une particularité, c'est que ces 2 enfants restent dans l'entreprise et travaillent encore aujourd'hui avec moi. Ok. L'un qui est directeur technique et la fille qui travaille aussi là et qui s'occupe, elle, des achats et du personnel. Donc, Madame Billy, c'est quelqu'un de pragmatique. À partir du moment où elle m'accorde sa confiance, on a un déjeuner, je me rappelle, avec ses enfants, et à partir du moment où elle a considéré que j'étais capable, et c'était bon. Okay. Donc, et là-dessus, elle m'accompagne, elle me donne des trucs, elle me donne tous les tuyaux, on travaille ensemble 1 an. Bon, je reviens à la question que j'avais avant. Tu as dit un truc hyper intéressant quand on préparait l'entretien, c'est on peut amener une technique de vente à un métier ou un métier à une technique de vente. Toi, tu arrives avec une technique de vente qui est le B2B et tu te dis je vais vendre des stores et des rideaux, mais que je vende des stores et des rideaux ou n'importe quoi d'autre, à condition que j'ai les mêmes interlocuteurs et que ce soit du B2B, j'apporte quelque chose de fort et qui est suffisant. Bah, en tout cas, qui est crédible. Ok. Comment tu fais cette passation ? Qu'est-ce que tu apportes de ton ancien métier, de ton ancienne vie à Sodiclair ? Je vais apporter une chose, c'est un certain nombre d'outils de pilotage des gens, puisque moi je connais bien l'informatique, je connais bien tous ces outils-là. Quand j'arrive dans la société, il y a une adresse mail. sodiclair@sodiclair.com. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mail, tout le monde n'a pas de PC, voilà. Et donc moi je vais amener ça, c'est-à-dire que en fait je vais rien abîmer du modèle que je trouve vachement bien. Je vais simplement lui amener quelques outils que moi je maîtrise et qui vont nous permettre d'automatiser un petit peu tout ça, parce qu'il est impossible que je fasse comme Madame Billy, c'est-à-dire que je connaisse tout. Donc je vais amener moi mon savoir-faire, qui est un savoir-faire d'organisation, de développement des outils commerciaux. Donc on amène des outils commerciaux pour que les commerciaux puissent prospecter plus facilement. On informatise tous les commerciaux. Tous les commerciaux ont immédiatement un portable, ils commencent à prospecter, ils ont tout leur secteur. Et ça sera très important lorsqu'on reviendra sur le projet. C'est le digital. Il y a le digital pour aller vers les clients, puis il y a le digital en interne. C'est-à-dire que tu peux pas être en décalage. Et ça, on y reviendra parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Allons-y. Dans ma vie antérieure, j'avais créé, il n'y avait pas d'internet, on avait créé avec celui qui est un de mes associés, la première application en remote access pour tous les commerciaux, on en avait 300, et tous les soirs se reconnectaient et remontaient leur activité, leur prise de commande et tout. Et moi, je décide de mettre ça en place chez Sodiclair en arrivant. Sauf qu'entre-temps, on a eu un peu d'internet, donc on commence à mettre tout ça en place pour que on puisse, on va dire, industrialiser le processus commercial. Et donc, on met tout ça en place avec nos commerciaux qui sont équipés de portables, on commence à informatiser tout le suivi de la production. Avant, c'était des dossiers, tout le monde, Madame Billy connaissait tous ces dossiers, mais c'était que des dossiers papier. Donc, on arrive, moi, je dis, je suis incapable de suivre ça. Donc, on met en place des outils simples sous Excel, on met des ordinateurs un peu partout, on commence à mettre des adresses mail aux gens, et on commence à plaquer un peu d'informatique sur un process que je trouvais assez bien fait. T'as du changement à gérer. Alors, 35 personnes, c'est pas non plus 3000, mais c'est 40 ans, c'est des habitudes, des coutumes.
se faire accepter de la famille, c'est une chose. Se faire accepter des 35 salariés, tu leur présentes un projet. Comment est-ce que tu gères cette transition? Ouais, c'est intéressant comme question. Au début, si tu veux, il faut que tu montres d'abord à tes salariés que tu es crédible. Donc t'écoutes, tu regardes comment ils font, tu regardes comment ils travaillent. Moi, j'ai jamais fabriqué de store, donc quand quelqu'un fabrique un store, je respecte son travail parce que je connais pas ça. Donc tu écoutes dans un premier temps, tu regardes, tu apprends, et surtout tu arrives pas en disant je vais tout révolutionner. C'est pas compliqué. Si tu trouves pas la boîte bien, faut pas la racheter. Si tu la trouves bien, faut pas tout casser. Donc t'arrives, tu regardes comment elle fait. Et puis petit à petit, ça a pris 1 an. Tu commences à réfléchir sur... D'abord, tu as un métier à apprendre. Hein. Tu as un métier, un marché, donc il faut l'apprendre, ça. Et après, par petites touches, tu commences à apporter quelque chose. La première phrase que j'ai entendue au début, avant, on faisait comme ça. Ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue chez Sodiclair. Mais je la respecte, ça a marché pendant 40 ans. C'est-à-dire, ils ont bien raison de le dire. Puisque pendant 40 ans, ils ont gagné de l'argent. C'est une boîte qui a traversé toutes les épreuves. Quand tu la rachètes, elle gagne de l'argent. Tu la rachètes, elle gagne de l'argent, ouais. Avant, on faisait comme ça. Ouais. Ok. Tu insuffles le changement, tu le petit proposes, à petit, ouais. tu le... alors, si tu veux, il y a 2 choses. Il y a là où tu veux aller, ça, c'est pas négociable. C'est-à-dire, je sais où je veux aller. C'est-à-dire, je veux moderniser la société, je veux la faire grandir dans le secteur B2B. Donc ça, c'est pas négociable. J'ai mon projet qui est en place, développer les agences, développer les outils, professionnaliser la démarche des commerciaux. Ça, c'est une chose. Et après, dans la façon de faire, tu vas en douceur. Parce que si tu arrives et que tu brutalises tout le monde, tu n'y arrives pas. Mais on y reviendra, j'ai fait la même chose quand on a fait le digital. Parce que, ok, les gens, j'étais crédible, ça marchait, on arrivait à peu près à s'en sortir sur le B2B. Mais quand tu amènes une nouvelle activité, ils se disent « Oh, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ?» T'as présenté le projet ? Ouais. Tu réunis tout le monde et tu dis « Je veux digitaliser et croître ». Alors, en fait, je veux digitaliser. Donc, j'ai expliqué où on allait aller sur le B2B, donc c'était assez simple. Là où j'ai vraiment expliqué, c'est quand on a décidé de prendre le virage digital. Là, oui. Tu la rachètes, chers auditeurs, tu la rachètes en 2006. En 2009, on décide de prendre vous décidez de prendre le virage digital et le site sort en 2011. C'est ça, donc à peu près 5 ans après un site B2C. Ouais, donc alors c'est parce aussi... entre-temps, en 2008, il se passe un truc, c'est qu'il y a une grosse crise. 2 ans après le rachat. Voilà. Ouais. Donc on a de la dette par-dessus la tête et on ramasse une crise terrible qui nous prive qui ralentit complètement le business des entreprises qui ont plus envie de sauver leur compte de résultats que d'acheter des stores et des rideaux. On a les collectivités qui se retrouvent avec des baisses de dotation terribles, donc qui ont moins de moyens pour acheter des rideaux dans les écoles, dans les crèches. Et le bâtiment connaît une crise sans précédent et nous, on était souvent sous-traitants du bâtiment. Donc si tu veux, on prend ça en pleine figure en 2008. Et on le voit très vite, puisqu'on perd 20% de notre chiffre d'affaires en 2 ans. Donc là, tu es quand même confronté à un problème majeur. C'est-à-dire que la question, c'est comment je sauve la boîte. Et c'est comme ça qu'est né le projet digital, si tu veux. Il est né de 2 choses. C'est le business est en train de partir. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre une partie de notre business. J'ai rien pour le remplacer. Et il faut que je trouve quelque chose et vite. Et il faut que je trouve quelque chose sans pour autant casser l'ADN de la boîte. L'ADN de la boîte, c'est quoi ? C'est fabriquer en France des produits sur mesure en cycle court. Dans le cadre d'une prestation totalement intégrée. On ne sait pas faire autre chose, mais ça, on sait le faire. Sauf qu'on n'a plus de clients, on n'a plus assez de clients. Donc, il faut en trouver d'autres. Et c'est là où on se pose la question de dire, la seule population qu'on peut adresser aujourd'hui, c'est le particulier. Voilà. Et donc, et c'est comme ça qu'on décide d'aller dans une stratégie B2C. Sauf que là, on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens de... Alors, cette stratégie, pour être tout à fait honnête, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais bricoleur. Comment je décide ? Je fais une grosse étude de marché qui consiste, comme j'y allais tous les samedis matins chez Leroy Merlin, je mesure la surface qui est accordée par Leroy Merlin au store et au rideau. Tu sais, sur les plans qu'ils ont à l'envers. Je me dis, si ces mecs-là qui sont intelligents mettent toute cette surface, c'est que le marché est gros. C'est à peu près la seule chose que je fais comme étude. C'est génial. Et je dis, on va simplement faire une chose, on va essayer de prendre un bout de ce marché en sur-mesure. Et c'est comme ça qu'on démarre. On commence à réfléchir en interne avec un certain nombre de freins qui sont pas neutres. 1, on n'a aucune expérience sur l'Internet. On n'a jamais vendu de l'Internet. 2, on n'a pas de notoriété, on n'existe pas, on n'est pas une marque grand public. Et 3, comme on vend un produit sur mesure, on ne peut pas retourner ce produit. C'est-à-dire qu'un client qui achète un produit et qui s'est trompé ne peut pas le retourner.
Qu'est-ce qu'il peut faire d'ailleurs? Bah, pas grand-chose. Ok. Pas grand-chose. C'est-à-dire que si tu t'es trompé dans les Bon, largeurs... quand on envoie un BAT, un bon à tirer, Voilà, quand tu reçois le truc, on s'est trompé. si c'est trompé, bah voilà, une fois que tu as les catalogues, c'est pareil. Et donc tu as ça, qui sont quand même un vrai fait. 2, 3, 4, on n'a pas beaucoup d'argent, puisqu'on est en difficulté, donc on n'est pas riche. On n'est même pas riche du tout. On est quand même assez endetté, puisqu'on on a quand même la dette LBO encore au-dessus de la tête. Mais donc, on décide d'y aller quand même. C'est-à-dire, on décide, voilà. Donc là, j'explique le projet. Ok. Là, j'explique très fort le projet à tout le monde, en expliquant la situation clairement. On est en difficulté, il faut qu'on trouve de nouveaux débouchés. C'est un chapitre qu'on ouvre dans une seconde. On est donc là, courant 2008, il y a eu la crise, début 2009, il y a eu la crise, il faut de nouveaux débouchés, nouveaux projets. Je reste encore un tout petit peu, parce que tu as dit un truc à l'instant, et c'est vrai que je t'avais pas posé la question, mais sur cette période de rachat, on a la dette LBO. LBO, c'est leverage buyout, c'est de l'argent qu'on emprunte pour acheter une société, si je simplifie. Ah, c'est exactement ça. C'est facile. Bah, si tu veux, d'abord, c'est une affaire d'homme. C'est-à-dire qu'en province, tu as un énorme avantage, c'est que les banquiers sont des gens qui restent. Je tombe sur un type super, qui est toujours notre banquier. Hein. Qui n'est pas le banquier de la société. Si. Pardon, si. Au moment où tu la rachètes. C'est le banquier de Sodiclair. Ouais. Donc tu vas voir le banquier de Sodiclair en disant j'aimerais le racheter. J'aimerais racheter. Vous connaissez la société. Vous connaissez la société. Voilà qui je suis. J'ai un certain track record, mais voilà qui je suis. Il faut me faire confiance, on y va. Et là, le banquier, il a deux choses. C'est à partir du moment où il considère que tu es crédible, lui, il veut pas perdre un client. Parce que c'est un bon client, Sodiclair. Donc, il te finance. Mais il finance et pendant 10 ans, il me soutient. Surtout pendant cette crise déjà, que tu connais très rapidement ensuite. Quoi. À côté de ça, tu vois, ça, c'est mon expérience des grosses boîtes. C'est que je communique avec lui. C'est-à-dire que chaque année, je fais un budget, chaque année, je lui envoie. C'est-à-dire que j'ai une relation avec ce banquier qui est une vraie relation. Et tu vois, quand j'ai eu fini de rembourser le LBO, il m'a dit, si ça vous ennuie pas, on va s'appeler par nos prénoms. Le mec était vraiment content que j'ai payé la dette. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est une relation, on n'entend pas toujours ça dans la relation entreprise-banquier. Mais elle existe. Elle existe. Tu peux pas le nier. L'humain est important. Il faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je sais que vis-à-vis de sa direction, à plusieurs reprises, il s'est battu pour moi. Donc ça, j'en suis reconnaissant. Et il est toujours là? Ouais. Ok. Petite prise de hauteur, mais si tu avais... est-ce que tu as des conseils à donner sur cette période de rachat? Qu'est-ce que tu as bien fait qu'il faut absolument refaire? Qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Après, ce que j'aurais pu faire mieux, c'est... je vais te dire, c'est tellement loin que j'ai sûrement fait des erreurs. Évidemment que j'ai fait des erreurs. J'ai peut-être dépensé des trucs que j'aurais pas dû penser. J'ai peut-être été trop vite dans certains endroits. J'ai pas retenu ça. Parce que alors, comme dans une histoire d'amour, tu retiens que ce qui est bien. En revanche, j'ai un ou deux conseils à donner. C'est que la boîte, si elle est bien, si tu as envie de le faire, si tu sens que la boîte, elle correspond à ce que tu aimes, à ce que tu sais faire, il faut le faire. Il faut pas la brutaliser, parce que si tu rachètes une société, c'est que tu la trouves bien, donc tu la casses pas. Il faut faire preuve d'une énorme humilité. Il faut pas oublier une chose, c'est quand tu rachètes une PME, t'es quand même l'étranger, là-dedans. Donc il faut quand même que tu te fasses accepter par les gens, et qu'à un moment, ils aient confiance en toi. T'imagines, ils ont une fondatrice qui est là depuis 40 ans. Donc Madame Billy, quoi qu'elle dise, ça va, quoi. Elle sait. Toi, t'arrives, t'es un petit jeune, ils savent pas d'où t'arrives, en plus, t'es pas un régional de l'État, parce que moi j'habite en région parisienne. Donc il faut... Mais je trouve que c'est simple, parce que ça te force à avoir une approche assez humble par rapport à ça. Et pour autant, c'est toi le patron. Donc c'est toi qui dis où on va. Mais dans la manière de faire, il faut aussi être capable de faire adhérer les équipes. En fait, ça définit l'engagement que tu vas avoir en face de toi. Ouais. Des gens engagés, non engagés ou désintéressés. Parce que tu restes le patron, donc ils sont obligés de travailler. Ou de partir, oui, mais bon, t'es dans un petit hameau. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais à Ponto, c'est ça, c'est le nom du hameau. Tu emploies la moitié du village. Le village double quand l'usine est au complet, le hameau. Je pense qu'il double. C'est intéressant. Puis il faut voir une chose, c'est que quand le business est difficile, dans une usine où il y a 12 personnes, les premiers à le voir, c'est l'usine. Hein. T'as pas besoin de faire de grands discours pour expliquer que les affaires sont dures. Ils la voient, la charge qui baisse dans l'usine. Donc c'est un vrai stress pour eux. C'est un sujet que je trouve passionnant, c'est pour ça que je traîne un peu dessus, mais le rachat de sociétés existantes, on en parlait avec mes associés il y a quelques années de digitaliser des sociétés qui sont là depuis longtemps, surtout que
contextuellement, il y a beaucoup de baby-boomers qui vont arriver à la retraite et vont transmettre leur société, pas forcément leurs enfants. Premier sujet. Deuxième sujet, j'ai un copain qui le fait. Je te passe le bonjour. Il s'appelle Richard Mita, qui était dans des startups pendant 15 ans et qui là rachète, je crois qu'il a racheté une boîte qui édite un logiciel de gestion de clairière ou de carrière, pardon. C'est un micro-marché, mais il a trouvé une société qui marche bien, fait un CA comparable à ce que tu as, à celui de Sodiclair quand tu l'as racheté. Et il se dit qu'il va apporter un peu comme toi, je trouve ça vraiment intéressant, son savoir-faire, quoi. Mais pour être tout à fait honnête, en 2006, je n'ai aucune idée d'Internet. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la crise, je peux pas te garantir qu'on serait lancé dans le digital vers les particuliers. Parce que c'est ça la réalité. La réalité en 2006, quand j'arrive, c'est un projet B2B classique pour développer le B2B. Certes avec mes outils, certes avec mais c'est d'abord un projet B2B. Ok. C'est-à-dire que c'est aussi... La vie aussi de chef d'entreprise, elle est comme la vie tout court. C'est-à-dire que il y a plein d'opportunités qui se présentent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a un risque, mais il y a aussi une opportunité. Et si on n'avait pas eu cette crise qui nous est arrivée en pleine figure, est-ce qu'on se serait autant mobilisé? Est-ce qu'on aurait été aussi rapide? Je sais pas. Ce qu'on dit à propos du Covid, c'est un accélérateur du changement dans pas mal de secteurs cette dernière année. Mais là, tu as des gens qui sont... Et donc là, toute la boîte s'est mobilisée. Et parce que l'enjeu, si tu veux, c'était... pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure de non-remboursement, de non-renvoi de produits, il a fallu qu'on arrive... Parce que notre concept, il était simple, c'était d'offrir sur Internet les mêmes services qu'une boutique. C'est-à-dire que quand tu venais à la boutique, on pouvait pas aller chez le client pour prendre les mesures, tout ça. Donc il fallait qu'on lui donne des outils qui puisse prendre ces mesures en toute sécurité, qu'il ait le sentiment qu'il fait pas d'erreur. La deuxième chose, c'est qu'il voulait toucher les tissus. Donc on a fait un système d'envoi des échantillons. Donc la personne qui veut des échantillons chez nous, elle les reçoit en 3-4 jours. Dès 2011, lors du lancement. Ouais. Alors dès 2011, on avait même fait un truc, c'est qu'on les faisait payer. Et on remboursait quand la personne passe une commande. On s'est aperçu assez vite que les gens, ils en avaient marre d'acheter un truc 2 €, même si tu leur remboursais, donc on les a passés gratuits. Ça a été gratuit. Et donc là, ça a bien marché. Mais ça veut dire que quelqu'un qui vient chez nous, il a un service client, on y reviendra après. Il peut commander des échantillons, il a des conseils de prise des mesures, il a des tutos pour prendre les mesures, il a des tutos pour poser. Voilà. On a quand même eu un peu de chance aussi, c'est qu'on est arrivé avec le boom du bricolage, du do-it-yourself, tout ça c'est quand même, tout ça a contribué au fait que les gens avaient envie de refaire leur intérieur, et puis on a amené du sur-mesure à des prix qui étaient jusque-là inabordables. Mais du coup, tu te bats sur un marché, le B2C, où il y a quand même énormément de concurrence, tu l'as dit, Leroy Merlin. Ouais. Mais ils savent pas faire de sur-mesure. Mais est-ce qu'il y a besoin de savoir faire du sur-mesure? Est-ce qu'il y a besoin de sur-mesure quand on est des particuliers? Va chez Leroy Merlin et essaye de demander. Ils ont tous un stand sur-mesure chez Leroy Merlin. Va trouver quelqu'un qui va t'expliquer comment prendre tes mesures de rideau, tes mesures de... Parce que c'est pas leur job. C'est pas leur job, chacun son métier. Nous, on fait ça toute la journée. On sait exactement ce qu'il faut prendre comme mesure si tu veux poser un store sur une fenêtre, si tu veux le poser au plafond. On sait ce qu'il faut prendre comme mesure. On le fait depuis 40 ans. Chez Leroy Merlin, ils savent te renseigner sur tout un tas de produits et tu as plein de produits qui sont prédimensionnés. Mais si tu cherches un vendeur pour t'expliquer comment prendre la mesure sur un Vénitien alu, tu vas avoir du mal. Tout simplement parce que c'est pas son job, c'est pas son métier, il en fait jamais. Nous, les filles au téléphone, c'est des superstars du store. Elles ont des centaines d'appels. Donc, dès que quelqu'un, et par téléphone, dès que quelqu'un pose une question, elles savent lui répondre. Je vais même te dire quelque chose que je dis souvent aux commerciaux. Elles sont plus fortes que vous maintenant. Les personnes du service client. Parce qu'elles voient un nombre de cas tellement important, et elles doivent être tellement précises, tellement rigoureuses, parce qu'elles le font par téléphone, que moi j'ai une équipe au service client, ils sont remarquables de compétences. Vous êtes aujourd'hui 85. Ouais. Combien de personnes au service client? 4. Et du coup, vous avez lancé vieux réflexe. Vous avez lancé en 2011 le B2C avec le site internet, qui en plus, j'imagine que, nous on le fait toute la journée, mais la création d'un configurateur qui te permet de définir exactement ce que tu souhaites sur du multi-produit ou c'est pas évident. La part du B2C par rapport au B2B aujourd'hui, presque 70%. Ok, formidable. Ah ouais, c'est super. Sur un CA à combien? Alors aujourd'hui, le total du CA, c'est 12,5 millions. Donc x3 depuis le rachat, en gros. 12,5 millions, je vais plutôt faire 30%, ça fait 3,6 millions sur le entre 3,6 millions et 4 millions, puisqu'on fait un peu plus de 12,5 millions. Mais... Et donc le B2B a baissé depuis le rachat. Alors le B2B a baissé depuis le rachat, d'abord parce qu'on a pris cette crise. Là, on a réussi à le stabiliser.
à le stabiliser à peu près. Mais on a surtout compensé. Au début, si tu veux, le démarrage de l'Internet, au début, pour nous, c'était pour sauver la boîte. Et c'est devenu maintenant un projet de développement. Mais au début, c'est pour sauver la boîte. Parce qu'il n'y a pas d'autres règles. On a des emplois, on a des savoir-faire, et tout va partir. Donc la première chose, c'est on est dans une logique de survie pendant les 2-3 premières années. Et maintenant, on est dans une logique de développement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes le projet, tu te dis, c'est super. Mais les 3 premières années, on était contents. Alors c'est vrai qu'en plus, le B2C a quelques vertus financières, puisque en termes de trésorerie, nous, on n'était pas habitués à être payés avant de travailler. Donc le fait d'avoir un paiement à la commande, c'est l'Internet, ça nous a aidé aussi. C'est pas désagréable. Ça nous a aidé. Quand tu dois derrière avoir toute une logistique de recouvrement qu'on a encore aujourd'hui pour le B2B. Mais on a démarré, franchement, on est confronté à cette problématique-là. On a un business qui est en train de péricliter, on doit en lancer un nouveau, où on n'a aucune expérience. La seule chose qu'on sait faire, c'est des stores et des rideaux. Mais c'est même pas nous qui avons fait le site. On a pris une toute petite boîte qui était dans la banlieue de Chartres et qui nous a développé le configurateur. Et depuis, on travaille avec eux. Parce que nous, on sait pas faire ça. Et aujourd'hui encore, on fait aucun développement. C'est pas notre métier. Il n'y a pas raison d'intégrer Ça sert à rien. C'est quoi les triggers de... Alors j'ai 2 questions. Pour situer un peu, quels sont les triggers, pardon, les déclencheurs, qu'est-ce qui déclenche un achat chez un particulier pour des tringles, des stores, des rideaux, et quel niveau de prix on a en sur-mesure versus du sur-étagère, d'ailleurs? Alors, t'as plusieurs choses. Je pense que ce qui déclenche le sur-mesure, c'est que la personne ne peut pas mettre du prêt-à-poser. C'est-à-dire sur des stores, si tu as besoin d'un store qui fait 43 cm, tu vas pas en mettre un de 45 ou un de 40, parce que sinon il va pas couvrir. Donc il y avait un vrai besoin. C'est-à-dire qu'il y a un besoin dans la rénovation, dans tout ça, d'avoir des produits à ta mesure. Alors, il y a non seulement sur mesure, et après de te faire le produit que tu veux. Nous, on a des produits où les gens choisissent la couleur de leur bois, la couleur de leur galon, les dimensions, comment ils associent tout ça. Donc je pense que la première chose, c'est un besoin de sur-mesure, qui aujourd'hui n'était pas accessible à tout le monde. Parce que quand tu voulais aller faire du sur-mesure, tu étais obligé d'aller dans des boutiques où tu voyais des gens qui te faisaient choisir ton tissu, ton machin, mais eux, ils fabriquaient rien. Il est obligé de passer par un fabricant, et tout ceci faisait que tu arrivais à des prix qui sont inabordables pour beaucoup. Et des délais, j'imagine. Et des délais. Ok. Alors que nous, tout l'intérêt, c'est que entre l'usine et le particulier, il y a personne. Donc ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a été capable d'avoir un prix qui nous rémunère, qui nous permet de vivre, nous permet de nous développer, qui nous permet d'investir, et qui nous permet d'avoir une offre pour le client final qui est une offre compétitive. En désintermédiant oui, la relation. Exactement. Donc les triggers, c'est le besoin parce qu'on peut pas faire autrement, mais il y a Après, il y a aussi autre chose, c'est que il y a la richesse de l'offre. C'est-à-dire que nous, on a plus de 2500 modèles. Il y a le fait aussi que les gens, je pose quand même pas mal de questions aujourd'hui parce qu'ils aiment bien acheter des produits français. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et les derniers événements l'ont montré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont attachés à la provenance et on va dire à l'histoire du produit que tu leur vends. Donc ça a été un phénomène aussi important. Et la troisième chose, c'est le délai. C'est-à-dire que nous, on est en cycle court. C'est-à-dire que le client, quand il passe une commande, le lendemain, elle est traitée et elle va être produite entre 5 et 10 jours après. Donc ça, c'est un... Et puis c'est aussi le fait que il faut pas oublier une chose, c'est que quand tu es dans les Alpes ou en Corse, tu as combien de gens qui vendent des stores et des rideaux sur mesure sur l'île? Tu as combien de personnes c'est quoi ton offre aujourd'hui? C'est toujours pareil. Là, tu es chez toi, tu as envie d'un truc, tu peux regarder à l'écran ce que tu vas avoir, tu peux commander des échantillons, et 10 ou 12 jours après, tu as le produit qui est chez toi, à ta dimension. C'est aussi ça le problème. La logistique est un enjeu, non? Ouais, surtout qu'on fait des produits qui se tordent bien. Il y a des produits longs, des produits fins, donc ça aussi, il a fallu apprendre. Un rideau, c'est vrai que ça se transporte bien, mais une tringle ou un store vénitien, ça se tord bien. Donc, on prend un peu d'avance. Avance rapide, du coup, en 2021, on a connu la crise l'année dernière. Près de 70% du CA, donc des 12,5 millions, c'est ça, sont en B2C. Énorme croissance l'année dernière avec le Covid, comme d'ailleurs dans la jardinerie, dans le bricolage, sur plein de sujets. Tu produis pas la même
cadences et ni dans les mêmes échelles en B2B qu'en B2C. Absolument. J'imagine que quand tu lances le site e-commerce 2011, il faut savoir accélérer à la fois les ventes, mais aussi la production. C'est un enjeu. À clé. T'es à Puto, hein, c'est ça? Ponto, pardon. Ponto, tu peux pas. Ce qu'il faut savoir, c'est la particularité de notre site, c'est que tout ce qu'on vend, on le fabrique. Donc quand tu dis je crois 30%, c'est une super nouvelle, mais ça peut être aussi une catastrophe derrière, parce que si t'as pas les outils pour produire, et donc tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait aussi que les gens achètent? Quand t'as pas de notoriété, c'est l'indice de satisfaction des clients. Parce que nous, c'est une clé, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Internet, il faut montrer patte blanche. Il faut que les gens puissent dire ce qu'ils ont pensé de ta prestation. On peut de plus en plus difficilement tricher, voire plus tricher du tout. Non. Mais c'est très bien. Si tout le commerce faisait ça, ça permettrait aussi de... Non, mais bien sûr, on parle d'Internet, mais Internet a quand même mis sur un certain nombre de sujets la barre assez haut en termes de satisfaction client. Et donc, c'est la clé, ça aussi. Et tu vas te dire, je vais te parler du chiffre d'affaires, mais la plus grande satisfaction qu'on a eue pendant le Covid, c'est qu'on a amélioré notre indice de satisfaction client. Mais pas que parce qu'on a bien livré, aussi parce que les gens sont bienveillants, parce que quand tu t'occupes bien d'eux, ils sont bienveillants. Vous avez, pendant le Covid, augmenté votre taux de satisfaction client, c'est ce que tu viens de me dire, alors que ça a été une grosse période d'accélération et que la production a dû suivre. Alors, elle a Vous avez dû réussi à suivre? Alors, pas tout à fait. Ok. Sauf que si tu veux, on a beaucoup communiqué avec les clients, on leur a beaucoup expliqué, et les clients sont bienveillants. Parce que les clients, ils aiment les PME. Quand tu leur racontes la vérité, quand tu t'occupes bien d'eux, et que tu leur dis, écoutez, là, on a pas reçu la matière première, ou là, on a 3 couturières qui sont obligées de s'occuper de leurs enfants parce qu'on est confinés, les gens, ils le comprennent. C'est une relation qui est assez saine, finalement. Donc, on a réussi à servir tout le monde avec des délais un petit peu dégradés, mais avec une proximité renforcée. Et ça compense. Du coup, le SAV avait pour mission de prévenir les acheteurs pour chaque commande que... Et on communiquait. Même moi, j'ai mouillé mon maillot, j'ai écrit à tous les gens. Parce que c'est normal. Et sur cette période, le taux de satisfaction a augmenté. Ouais. C'est beau parce que c'est l'humain. Si tu veux, les choses, c'est que les gens, à partir du moment où quand quelqu'un a eu le service client, qui lui a expliqué comment prendre ses mesures, qui a échangé avec lui, que tu lui envoies des échantillons, que tu as échangé plusieurs fois, tu crées un lien. Hein. Et l'Internet, tu crées des liens avec les gens. Et donc, même s'il est par téléphone, même le lien, il existe, même quand tu es en difficulté ou même quand ça va bien. Et les gens qui sont contents, ils te le disent. Vous vendez donc à des propriétaires de maisons et d'appartements qui sont relativement âgés, j'imagine? Alors oui. Enfin, relativement, pardon, excuse-moi. Non, mais pas relativement âgés. Je te remercie parce que je suis même un peu au-delà de la cible, mais on vend déjà des gens qui ont des appartements et des maisons. C'est-à-dire qu'il faut sinon être propriétaire, ce qui est quand même la majorité de nos clients, mais au moins avoir un habitat, c'est-à-dire pour s'en occuper. Mais on s'aperçoit que ça se développe aussi avec les locataires, puisqu'on a été obligé de lancer des produits un peu particuliers qu'on n'avait jamais fait. La pose sans perçage, tu sais, avec des supports qui se clipent sur les fenêtres, nous on savait pas ce que c'était en tant que professionnels. C'est le marché qui nous a dit de le faire. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas le droit de percer, ils sont locataires ou ils viennent de changer leurs fenêtres, tu commences à leur expliquer qu'il faut faire des trous dedans, ils sont pas toujours chauds. Donc on a aussi appris de ce que nous disaient les clients. Parce qu'Internet, c'est aussi une formidable source de compréhension de ce que veut le marché. Hein. Et donc on a travaillé avec tous ces gens. Là, j'ai perdu un peu le fil. Là, il faut que tu m'aides. Je te demandais de réapprendre, d'apprendre à. Enfin, on était sur la satisfaction client, pendant la période de Covid. Mais ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'ai justement parlé de R&D et d'évolution produit quand on est une PME de province. Alors, quand on est une PME de province, d'abord... Alors, province, pardon, on s'en fout. Quand on est une PME en France, milieu... Et on est plus en milieu rural, tu vois, on est en milieu rural, il faut le dire, hein, parce que ça fait partie de notre ADN, il faut pas le nier. Si tu veux, l'Internet, c'est étudier en permanence ce que les gens veulent, ce dont les gens ont besoin. On a lancé des produits qu'on n'aurait jamais lancés si on n'avait pas été sur Internet. Je vais te donner 2 exemples. Le premier, c'est on fait des recherches sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des besoins très importants en store, tu sais, pour fenêtres de toit. La marque la plus connue étant Velux, donc voilà. Et on se dit, putain, mais il y a des demandes sur Internet, et nous, on fabrique pas ce produit. On se met on interroge nos fournisseurs, on dit, est-ce que vous avez des composants? Ouais. Et puis on apprend à faire des Velux. En 4 mois, les fournisseurs étaient en rupture. Parce que l'Internet, c'est, tu fais un bon produit, que tu sais fabriquer, en quelques mois, tu prends une part du marché. Et on vend beaucoup de stores aujourd'hui pour fenêtres Velux.
les moustiquaires. On vendait pas de moustiquaires. J'en ai installé une, pardon, j'y pensais. L'année dernière, on a vendu 6 fois plus de moustiquaires que l'année d'avant. Alors pourquoi le Covid aussi nous a fait en sorte que l'on vende plus? C'est les gens étaient chez eux. Donc quand tu es chez toi toute la journée, tu vois mieux tout ce qui va pas, y compris que tu as du soleil dans la figure, que tu aimerais améliorer la déco, que il y a plein de choses que tu ne voyais pas ou sur lesquelles tu ne passais pas de temps. Comme t'as pas d'offre puisque tout est fermé, t'as un peu de budget puisque tu peux plus sortir, tu peux plus voyager de ça, et donc tu t'occupes de ton intérieur. Et donc les gens sont venus naturellement vers l'internet. Et après, c'est vrai que comme on est français, comme on fabrique sur nos territoires, les gens ont apprécié. Ok. La question que je te posais tout à l'heure, elle m'est revenue, c'était l'âge de ta cible. Ah oui, pardon. L'âge de ma cible, c'est entre 47 et 50 ans, je crois. Et c'est un public, c'est autant de femmes que d'hommes. Plutôt des propriétaires. Donc voilà, c'est notre cible et celle-là. Combien de nouveaux clients l'année dernière, pendant que cette année un peu spéciale? Je pense que c'est 50 000 nouveaux clients. 50 000. Merci Maxime. Merci, ouais, parce que Maxime est... En fait, si tu veux, l'année dernière, c'est 2 500 000 visiteurs sur notre site. Ce qui, pour nous, tu t'imagines ce qu'il aurait fallu faire, c'est 50 000 nouveaux clients pendant toute l'année. Ouais. C'est très bien parce que nouveaux clients m'amène à une question, c'est anciens clients. On se rééquipe pas tous les 2 jours de nouveaux stores et de nouveaux rideaux? Alors, c'est vrai. Enfin, point d'interrogation. C'est vrai, mais pas tout à fait. Je t'explique. On a des gens qui aujourd'hui, les gens quand ils refont leur appartement ou leur maison, ils n'ont pas toujours les moyens de tout refaire en même temps. Au début, ils testent. Ils vont dire on va en mettre un. On va mettre ça dans une pièce qui compte pas beaucoup. Puis ça leur plaît. Ils disent on va faire une autre pièce. Donc en fait, tu vis au rythme des gens. C'est-à-dire que si les gens ils décident de refaire une pièce puis après une autre, et s'ils ont été satisfaits de ton service, quand ils auront un autre besoin, ils vont venir te revoir. Donc en fait, le taux de réachat est beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait. Il est de l'ordre de 15 ou 16% si j'ai bonne mémoire. J'exclus la partie échantillon. Parce que... et en fait, les gens, ils vont petit à petit refaire leur appartement, refaire leur maison, et puis remplacer des choses. C'est-à-dire qu'ils avaient un store ou des rideaux d'une certaine façon, ils changent leur déco, ils changent leurs rideaux. Il y a des produits complémentaires qu'on peut vendre à quelqu'un qui a déjà acheté des stores ou des rideaux? Oui, tu peux vendre des coussins, tu peux vendre... Que vous vendez, je veux dire? Ouais, okay. On les fabrique aussi, oui. Ok. Je repense à la distribution, je reviens sur la distribution. Donc vous êtes 70% du CA en B2C sur la France. Est-ce que vous avez essayé l'international? Alors avec Store et Rideau, on l'a fait un petit peu sur les pays francophones, mais naturellement, c'est-à-dire la Belgique, la Suisse, où on a une petite clientèle. Mais il y a 3 ans, on s'est dit, et si on essayait l'export? Donc on a pris le site Store et Rideau, on l'a traduit en italien. On a fait un partenariat avec un de nos fournisseurs pour qu'ils nous mettent une assistante service client qui parle franco-italienne. Et en fait, on a lancé un site qui s'appelle tende.it et on vend des stores et des rideaux sur mesure depuis Notonville, en Italie. Et on fait 40% de croissance. On devrait pas être loin, on va pas tout à fait, mais pas loin du 1 million d'euros de chiffre d'affaires vers l'Italie cette année ou l'année prochaine. Tende, oui, c'est le même mot en Italie pour store et rideau. Ok. Ce qui était vachement pratique quand tu essayais de faire quelque chose, mais c'est le même mot. Ok. Et donc, on vend depuis Notonville des rideaux qui vont directement en Italie. Pas mal quand même. Alors, donc, traduction du site, on garde la prod à Notonville. Ah, c'est tout pareil. Une responsable SAV, une personne au SAV qui parle italien. Et français, parce qu'elle est en liaison avec l'usine. Okay. De l'acquisition. Comment est-ce que vous lancez l'Italie? Une fois qu'on a fait traduire le site, on a une petite agence qui dépense nos sous sur Google et on prend les mots-clés, on teste. Même agence. Qui gère la France, que vous lancez sur le... Et la même depuis le début. Depuis le début. Tu es très fidèle. C'est la clé dans l'industrie. Dans l'industrie, c'est la clé. Et plus tu connais tes partenaires, plus tu progresses avec eux. Aujourd'hui, la personne qui fait nos sites et qui développe nos sites, je pense pas que ce soit la même société qu'il y a 10 ans qu'on a commencé. Et l'agence qui travaille avec nous pour développer les campagnes et tout, c'est des gens... on se connaît par cœur. On se connaît super bien. Et on teste des choses ensemble. Puis on a un avantage ensemble, c'est qu'on grandit ensemble. Donc c'est quand même une belle aventure. Et puis on a tenté une expérience à l'export et qui est rentable.
qui est rentable depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Ah oui, parce que ça, c'était une règle. Ayant connu les télécoms pendant des années, où on investissait beaucoup en espérant être rentable un jour, moi, en tant que chef d'entreprise, je n'avais pas les moyens de faire ça. Donc, la règle que j'avais donnée, c'est que Story Rideau devait être rentable le premier mois. On l'a pas dit, mais Story Rideau, c'est un super nom de domaine qui est le nom dès le départ du site. C'est le truc incroyable, le nom est libre. Et on le prend en 2009. En 2000, en FR et en com, on le prend. Okay. On parle d'achat média. Tu as dit, tu as une agence qui l'a géré pour le lancer l'Italie. Comment est-ce que vous gérez l'acquisition pour la France ? Avec cette agence aussi, c'est-à-dire que... Et quels sont les différents leviers que vous utilisez pour faire du newbies ? On en a plusieurs. D'abord, on a toutes les campagnes AdWords. Donc ça, c'est le gros du business. Hein. C'est 80% de notre trafic sur le site. Notre business, il vient de là. Donc là, depuis le début, l'agence investit. Ok. Et on a même un partenariat assez intéressant, puisqu'elle est intéressée au fait qu'on investisse bien. Qui est de la vente ensuite ? Elle est intéressée... C'est-à-dire que la rémunération de notre partenaire dépend aussi de l'efficacité de nos campagnes. Oui, c'est ça. C'est super simple. Ok. Que tu définis par des ventes, des visites, un volume de vente couplé à un taux de pub. Un taux de transfo, quoi. Ou taux de pub. Taux de pub, ok. Ouais. Taux de transfo, je peux pas lui impacter elle, parce que c'est notre site, donc il faut qu'on travaille dessus, mais elle peut nous donner des conseils. De toute façon, tout ce qui augmente le chiffre d'affaires rapporté à l'argent qu'on dépense est intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une communauté d'intérêt autour de tout ça. Donc on fait ça. On a travaillé dès le début l'affiliation. Ça, on a pas mal travaillé là-dessus. Alors on a travaillé aussi le SEO. Puisque ça, avec le temps, on a travaillé beaucoup ça. Et on travaille pas mal le parrainage, puisque comme on se focus beaucoup sur la partie, qualité de service, le parrainage est important pour nous. Voilà, je dirais que c'est les principaux leviers. Qui fait de l'affiliation ? Qui vend du sur-mesure pour vous ? Oh bah, y a pas mal de... Alors, je vais être très franc avec toi, je les connais pas. Oui, mais quel type de personnes, quel type de... C'est surtout des gens qui sont dans la décoration intérieure, qui sont dans l'aménagement ou dans le bricolage ou tout ce qui touche, on va dire, à l'univers de l'aménagement, du bricolage et de la décoration. Alors super, c'est là où je voulais en venir. Typiquement, par exemple, des archis d'intérieur. Vous les gérez en direct ou vous les gérez via une plateforme ? Non, on a assez peu d'architectes d'intérieur. Ah. Non, assez peu. Ou alors on ne le sait pas, c'est-à-dire qu'ils commandent pour le compte de leurs clients. Non, on n'a pas de plateforme qui gère des populations en particulier. Nous, on gère tous les clients en direct comme ça. On a pas mal aussi de gens qui font de la prestation, tu sais, d'aménagement intérieur, qui commandent chez nous, mais sans qu'on ait une politique particulière pour ces gens-là, ni même une politique de remise. Je fais une parenthèse, mais je viens de faire des travaux chez moi. C'est pour la première fois, j'ai utilisé un archi et j'étais, perdu dans ce monde très opaque des intermédiaires qui vont passer des commandes, qui ont des remises, qui facturent de la TVA à 10 alors qu'ils te la refacturent. Enfin, un truc tellement opaque et que je découvre. Mais mon point est le suivant. Vendre en B2C, en direct, consommateur, en désintermédiant la relation, dans un métier où très souvent tu dois accorder des remises à des archis ou des revendeurs ou des installateurs ou des machins, c'est intéressant commercialement. Ah ben nous, on n'accorde aucune remise aux architectes. Ok. Tout le monde a la même enseigne. Meilleur prix. Le principe, il est simple. Nous, on vend un produit que, alors, dans l'immense majorité des cas, le client va opérer lui-même. C'est-à-dire que c'est pas notre marché principal, l'intermédiaire. D'accord ? Nous, c'est de la vente directe, le client final. Et si l'architecte, il veut commander des produits chez nous, on a un système de remise au volume aussi. C'est-à-dire que plus tu commandes, plus tu as des prix attractifs. C'est un système. Mais si le client veut, si l'architecte, il veut, il pratiquera un coefficient sur les produits qu'on va lui vendre, en considérant que il y apporte il a une valeur ajoutée, parce que c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va associer, c'est lui qui va peut-être prendre les mesures. Voilà. Donc après, il y a une prestation. C'est ce que font nos commerciaux. Quand mes commerciaux me demandent pourquoi vous êtes moins cher sur le site que nous les produits qu'on vend, je leur dis mais alors attends, ta prestation elle vaut combien ? Le fait que tu sois responsable de tes mesures, le fait que tu conseilles le client, le fait que tu ailles chez lui prendre les cotes, ça a une valeur, ça. C'est normal qu'on la valorise dans le prix de vente. Quand un client fait tout lui-même, c'est-à-dire qu'il choisit ses tissus, si tu veux, le principe, c'est d'essayer d'avoir un prix juste. C'est-à-dire qu'un client qui fait l'essentiel du boulot, ce qui est quand même le cas sur notre site, c'est normal qu'il ait des prix attractifs.
Quand un commercial fait beaucoup de travail, qui prend des mesures et qui fait tout ça, c'est normal que le prix soit un peu plus élevé puisque on paye les commerciaux. Donc, nous, l'objectif, si tu veux, c'est de dire, on veut pratiquer un prix juste, qui soit un prix juste pour le client et qui soit un prix juste pour l'entreprise, donc pour ses salariés. Moi, je rappelle que tout ceci a une vocation à la fin, c'est de créer de l'emploi local. Hein. C'est la mission de l'entreprise. La mission de l'entreprise, c'est certes de faire de la vente de stores et de rideaux, mais d'abord de créer de l'emploi. Enfin, en tout cas, c'est la vocation que je me suis assignée pour mon entreprise. Mon entreprise, elle a pour vocation d'assurer le développement industriel de produits fabriqués en France grâce à la vente directe et à l'Internet auprès des particuliers et des entreprises. C'est ça la vocation. Donc, si tu veux, moi, derrière, je considère qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai une mission qui est de créer de l'emploi. C'est mon boulot. Donc, voilà. Et créer de l'emploi, ça veut dire plein de choses. Hein. Ça veut dire assurer déjà un business qui est rentable et qui soit pérenne et qui. Voilà. Sauf que le client, tu sais, le client n'est pas idiot. Hein. Le client, il est prêt à comprendre que s'il veut avoir de la qualité, s'il veut avoir il y a un prix à mettre. Il veut pas que ça soit complètement délirant par rapport à ce qu'il peut avoir par ailleurs. Mais quand tu arrives à pratiquer un prix juste, voilà, tu arrives à équilibrer tout ça et avoir une chaîne de valeur, je vais dire, qui pour moi est saine. C'est quand même l'atout numéro 1, c'est-à-dire tu crées de l'emploi. Moi, je suis désolé, on a plein de gens en milieu rural, mais ailleurs aussi d'ailleurs, mais qui ont des bagages qui ont des parcours un peu chaotiques. Nous, on est ravis on les forme, on les emploie. Il y a les anciens qui leur transfèrent un savoir-faire, qui d'ailleurs en tirent une certaine fierté, et c'est légitime. Et donc, on a notre rôle. Il y a quand même qui transmettent du savoir. Bien sûr, transmettre du savoir, la fierté. Tu sais, le fait qu'on aille sur Internet, ça a créé quelque chose que, franchement, j'avais pas du tout anticipé. C'est la fierté des salariés. Parce que quand tu fais des stores et des rideaux sur mesure qui vont être posés dans des écoles, dans des villes que tu connais même pas, c'est pas facile d'expliquer ton métier. Oui, puis ça se voit pas. C'est invisible, c'est intangible. Exactement. Ouais. Lorsque tu fais un site Internet, c'est assez simple. Hein. Les gens, ils se disent, rien. À la famille, aux amis, voilà. Tu vois, les stores qui sont vendus, c'est moi qui les fais. Quand en plus tu les impliques, on les implique pas mal dans la communication, on essaie de les impliquer. Enfin, si tu veux, il y a une chaîne qui est assez vertueuse, quoi, qui est assez simple et qui est pas mal faite de bon sens. C'est-à-dire que tu as une entreprise qui veut durer, qui a un savoir-faire, qui utilise les nouveaux moyens pour vendre ses produits, qui crée de l'emploi, qui a un équilibre économique, voilà. Bon, ok. Moi, si tu veux, c'est mon objectif aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez sympa. Aujourd'hui, c'est mon ambition numéro 1. Et d'ailleurs, on est en train de le reproduire. On essaye de le reproduire. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'en France, on a énormément de petites PME ou de petites TPE qui ont un vrai savoir-faire industriel, qui ont un vrai savoir-faire produit. Si on peut les aider à utiliser les nouveaux outils d'aujourd'hui pour qu'elles se développent, qu'elles soient pérennes et bon, voilà, et que ça crée de l'emploi, c'est très bien. Vous passez de 35 à 85 aujourd'hui. J'ai compris pour l'acquisition. J'aimerais bien creuser un peu le pilotage d'entreprise parce que c'est du coup quelque chose que tu as découvert en partie. Cette transfo, vous êtes passé d'une entreprise B2B à une entreprise B2C qui doit subir du coup des accélérations et aussi des freinages dans la prod en fonction des ventes. En prenant un peu de recul sur cette transfo, un peu de hauteur, quels sont tes apprentissages ? Est-ce qu'il y a des conseils ou des erreurs que tu as faites Alors, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce sujet-là est majeur dans une boîte qui produit comme la nôtre. J'ai envie de dire, il y a deux digitalisations dans l'entreprise. Il y a celle que tu décides, qui est de dire je vais vendre mes produits sur Internet. Et puis il y a celle que tu subis. La première, c'est que si jamais tu réussis à vendre ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir beaucoup de ventes, tu te dis putain, comment je vais faire pour produire tout ce que j'ai à faire. Et là, tu commences à rentrer dans une digitalisation qui est subie. C'est-à-dire que maintenant, il faut que j'adapte tous mes outils pour pouvoir faire face à la demande. Et ça a été un des gros chantiers. Aujourd'hui, on est une toute petite PME, sauf qu'on a un outil de traitement des commandes, de gestion des achats, qu'on a développé en interne, hein, parce que là, il se trouve que j'ai un de mes associés qui est assez brillant là-dedans, et on a entièrement digitalisé toute la production de l'usine. C'est-à-dire que tous les matins, automatiquement, toutes les commandes sont aspirées dans notre système. Il génère automatiquement les consommations, les OF, les achats aux fournisseurs. OF. Ordre de fabrication. Et à partir du mois prochain, tout dans l'entreprise sera digital. C'est-à-dire que tout est par code barre et voilà. Mais c'est un truc qui était inenvisageable quand tu faisais. Donc si tu veux, ça supprimer de poste, mais pour fluidifier.
Oui. Et puis parce que sinon tu peux pas. Quand tu traites une commande de 50 000 euros de temps en temps, et quand tu en traites, on traite aujourd'hui 200 commandes par jour, entre 150 et 200 commandes par jour. Comment tu veux gérer le flux même du papier, même des achats, c'est impossible. Le suivi, c'est impossible. Donc le tout, c'est ça aussi. Et c'est ça qui est très amusant dans ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est très complet. C'est-à-dire que quand tu as réussi à vendre auprès des clients, j'ai envie de dire, il y a une deuxième tranche qui démarre. C'est que pour bien les servir, il faut que tu te modernises aussi en interne. Donc, et le problème, encore une fois, c'est pas de faire des stores et des rideaux, ça on sait le faire depuis le début. La question, c'est comment tu fais pour le faire de mieux en mieux, le faire de façon plus organisée, de faire que ça soit le moins fatigant possible. Parce qu'encore une fois, je serai toujours plus cher que celui qui fabrique en Pologne. Donc la seule solution que j'ai, c'est de vendre de la meilleure qualité, d'avoir un meilleur service client et d'essayer d'être plus malin et d'être mieux organisé. Tu t'es pris les pieds dans le tapis? Ah bah oui. En se disant, oh bah oui. En termes de pilotage, de gestion. Oui, il y a des choses qu'on a mal faites et on a lancé des produits qu'on a lancés trop vite, on n'a pas été capable, on a été dépassé. Il y a des choses où on a été complètement dépassé. Quand on a lancé des produits où le succès a fait qu'on s'est retrouvé en rupture assez vite de composants, où on n'a pas réussi. Je vais te donner un autre. L'année dernière, pendant le Covid, on a tellement augmenté les ventes que je savais plus où stocker la matière première. On a fait construire en urgence un bâtiment. Non, mais c'est la réalité. Quand tu vends des moustiquaires, en 15 jours, tu vends ce que tu as fait l'année d'avant, et que tu as les mecs qui arrivent et qui livrent la marchandise, on a été obligé de stocker des palettes entières dehors, de mettre des protections dessus et de mettre toutes nos voitures pour les protéger la nuit. Ça, c'est la réalité du quotidien. On a agrandi 2 fois l'usine. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tout ce qu'on vend, il faut qu'on le fabrique. Donc il y a des vrais enjeux industriels. Nous, pour une PME qui fait 12 millions de chiffre d'affaires, on a investi, je crois, 1,4 million rien que dans l'outil industriel. Donc ça, c'est la réalité du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne, et puis tu le vois tout de suite parce que les gens, ils t'expliquent qu'ils souffrent. Parce que c'est bien beau de faire des ventes, c'est bien beau, mais derrière, il faut quand même que tu arrives à produire. Ce qui fonctionne très bien quand tu fais 100 produits par jour, ça fonctionne plus du tout quand t'en fais 200 ou 300. Et encore moins quand t'en fais 500. Comment tu gères les gens qui souffrent? Pardon, je précise un peu ma question parce que je suis concerné. Tu as une accélération de business. Tes employés sont formidables. Nous, on a des employés incroyables chez Cosa Vostra qui sont tous engagés. En ce moment, on tire un peu la langue parce qu'il y a beaucoup de business qui rentrent, plus que voilà. Il faut recruter, ça prend du temps. Il faut optimiser le travail, mais c'est un mélange. C'est-à-dire d'abord, la première chose à dire, c'est qu'il faut qu'ils soient conscients que t'en es conscient. C'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois aussi intéressé par la difficulté qu'on a à produire qu'à faire du chiffre. C'est déjà le premier sujet. Le deuxième, c'est être assez proche d'eux, c'est-à-dire de comprendre ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire on mouiller le maillot aussi avec eux. C'est-à-dire qu'on a eu une chance, c'est qu'on a des gens on a les comptables qui allaient emballer, tout le monde s'y est mis. Et tu tires un enseignement de tout. C'est-à-dire qu'on a fait évoluer tous les postes de production avec les gens. C'est-à-dire qu'on présente ce qu'on veut faire. Les gens nous disent ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On justifie. Regarde, on a trouvé ça se faisait comme ça dans cette boîte-là. Qu'est-ce que t'en penses? On travaille avec eux. On travaille avec eux tous les jours. T'as une élasticité humaine qui est pas la même que dans une zone où il y aurait un plus gros tissu urbain. Pardon, je vais utiliser des termes que je comprends moi-même. Il y a moins de monde à Ponto je sais pas, qu'en bordure de Paris, si jamais tu as besoin de 50 personnes de plus d'un coup, ou 10 personnes, même 10 personnes. Ouais, c'est vrai. T'as beaucoup moins de... Alors, tu vois, par exemple, autre chose, avant, recruter quelqu'un, c'était très compliqué, parce qu'on est quand même en pleine campagne. Aujourd'hui, avec la notoriété, c'est moins compliqué. C'est un peu moins compliqué. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est comme les gens sont bien, il y en a beaucoup qui nous ont dit, attendez, j'ai mon frère, j'ai mon cousin, on a des couples entiers. On a plusieurs gens qui travaillent en couple dans l'usine. Donc, c'est ça aussi qui fait que, humainement, c'est un peu une réussite aussi. C'est la meilleure des façons, c'est quand les gens te recommandent des gens de leur famille ou des amis ou de venir travailler chez toi. Alors, c'est vrai que c'est pas simple parce que recruter, c'est pas facile, parce que, ça s'améliore parce qu'on est un peu plus connu, parce que on a mené des actions avec Pôle Emploi, on a mené, tu vois, il faut aussi et puis il faut expliquer les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as l'usine, tu vois, un vrai sujet, c'est la capacité qu'ont des collaborateurs à travailler sur plusieurs postes. Quand tu es habitué à travailler que sur un poste, s'il y a moins d'activité à ton poste, qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Donc on a travaillé avec eux sur le fait de dire, maintenant il faut que tu sois pluridisciplinaire. Et du coup, les gens peuvent
aller renforcer, s'aider mutuellement les uns les autres. Puis on a des gens qui sont super autonomes. Moi, j'ai des gens qui sont là depuis 25 ans. T'as pas besoin de leur expliquer que c'est là qu'il faut aller mettre un coup de main. Ils y vont. Alors, il faut organiser tout ça parce que sinon, c'est la foire d'empoigne. Mais ils sont incentivés, tu as distribué des BSPCE ou comment est-ce que... Pour la première fois l'année dernière, nous avons réussi à avoir une participation et de l'intéressement. Ils n'avaient jamais eu ça. Tu vois, ça aussi. Tu dis on a réussi parce que... Parce que on a réussi à avoir des résultats qui rendaient ça significatif. On a conclu des accords parce que il fallait les faire. On a mis tout ça en place. Donc on l'a fait. Et oui, il y aura des BSPCE, on en fera. Oui, bien sûr, évidemment. Mais de toute façon, tu ne peux partager que le succès. Les emmerdements, tu les partages pas. Non. Et ce que je leur dis, je dis toujours, c'est on ne peut partager que la réussite, pas le reste. Tu peux être solidaire dans le reste et partager la réussite. Pardon, je vois ce que tu veux dire. Oui, chacun son rôle. C'est-à-dire que c'est pas à eux de porter... moi, je dois les convaincre. Eux, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, si tu veux, les anciens s'occupent des nouveaux. Enfin, c'est assez simple. C'est quand même assez pétri de bon sens, tout ça, si tu veux. C'est pas... Mais c'est pas évident non plus. Et c'est assez facile et rapide de faire des erreurs. Mais oui, mais bien sûr, t'en fais tous les jours. T'en fais tous les jours des petites erreurs, des trucs qui... Et puis, il faut aussi expliquer aux gens, entre l'optimal et le souhaitable et le possible, c'est à toi d'expliquer tous les jours que l'optimal, on peut pas, le souhaitable, on y travaille, et le possible, on l'a déjà fait, et on va continuer à le faire. Je pense que tu sais, c'est extrêmement simple au niveau des rapports humains. Les gens voient quand c'est difficile, et ils sentent assez facilement quand tu essayes de faire des choses. Là, on va investir plus de 350 000 euros dans les 18 prochains mois, avec le soutien de la région d'ailleurs. Les gens, ils voient ce que tu mets aussi pour les accompagner. Ils voient que tout l'encadrement se bouge, que quand ils demandent un truc, on essaye de le faire. On a complètement... et quand on a agrandi les usines, les gens, ils sont fiers. Ils sont contents aussi, parce que tu améliores les choses. La nouvelle dimension de l'usine, c'est un truc qui a quand même fluidifié. Les gens, par exemple, on n'avait pas de magasinier avant. Parce que ça servait à rien. Les gens allaient chercher là. On a pris un magasinier, puis on nous a dit, vous savez, ça suffit pas. On a pris un deuxième. Attends, reste là-dessus, parce que quand tu arrives, vous êtes 35, aujourd'hui vous êtes 85. Tu m'as dit que Madame Billy, cette chère Madame Billy, gérait tout en direct. Il faut mettre un peu de management intermédiaire. Mais management intermédiaire, ouais. On a nommé des responsables de fabrication dans l'usine. Qui sont donc des employés qui sont montés, ont pris du management. Ouais, qui ont pris de l'animation, qui sont nos interlocuteurs depuis bientôt, ça fait plusieurs mois qu'on a mis en place une réunion mensuelle avec eux pour leur expliquer où on va. Pour leur expliquer qu'ils aient un message à relayer aussi au quotidien. Et tu les accompagnes sur le management, sur l'encadrement d'équipe? Il y a des choses qui sont innées chez certains, mais c'est pas évident non plus. En fait, c'est plus que du management, c'est du leadership. C'est vraiment du leadership. C'est-à-dire que t'en as qui sont naturellement leaders. Et tu vois d'ailleurs aussi la différence entre certains. T'en vois que tu as nommé, parce qu'ils le méritaient, et t'en vois qui s'épanouissent, et d'autres qui ont plus de mal. Mais moi, j'ai 2 ou 3 exemples de gens qui sont vraiment découvert un rôle d'animation. Alors, ils le font, encore une fois, avec leurs armes, ils n'ont pas été formés, non. Mais bon, il y a quand même beaucoup de bon sens là-dedans. Hein. Ceux qui ont plus de mal, qu'est-ce que tu fais pour eux? On essaie de les accompagner, on essaie de leur expliquer ce qu'est leur rôle, ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire ce qu'on met derrière cette responsabilité-là. Donc, c'est pas toujours facile. Et puis, il y en a qui sont dans l'équipe, qui poussent derrière, qui ont envie aussi d'éclore. Ce qui est important, si tu veux, c'est toujours d'offrir aux gens des perspectives. Ça veut dire que quand tu démarres et que tu es en difficulté, la première des perspectives, c'est de sauver la boîte. Quand tu as réussi cette étape-là, la deuxième perspective, c'est de leur donner un projet d'avenir. Parce que ça, c'est très rassurant. Et la troisième, c'est de leur donner une perspective d'évolution individuelle. C'est les 3 étapes. Ça sert à rien de proposer du développement individuel si t'es pas capable de garantir la survie de la boîte. Donc ça veut dire que le développement individuel passe par le développement collectif. Ça, c'est une règle de base et ça marche très bien. C'est-à-dire que les gens comprennent que, voilà, tant que la boîte est en danger, on se pose pas de questions sur savoir est-ce que moi je pourrais faire. C'est comment je fais pour que la boîte perdure. Et là, on est dans la 3e étape. Donc on va être confronté à des nouvelles choses, à des nouveaux problèmes, à des nouvelles... Voilà. Génial, c'est une belle transition sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Quels sont les enjeux aujourd'hui? Je pense que l'enjeu, c'est de continuer à progresser, c'est-à-dire de continuer à se développer. Nous, on s'est fixé un objectif, c'est de doubler dans les 5 ans.
Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux industriels, ça veut dire qu'il y a des perspectives d'évolution pour certains, il va falloir recruter, il va falloir qu'aussi dans l'encadrement, on évolue aussi, parce que ça commence par là aussi, c'est-à-dire que... Donc oui, il va falloir qu'on apprenne à gérer cette croissance. Et doubler les ventes, le CA. Ouais. Mais pas l'humain, du coup. Si. Okay. Si, on va être obligé d'en recruter je pense une quarantaine de personnes, 30 entre 30 et 40. Oui, donc 50% de croissance sur l'humain, 100% de croissance sur ces lignes. Ouais. Okay. Et peut-être aussi changer l'organisation du travail. Peut-être être obligé de travailler en équipe. Tu vois le truc, dans une entreprise qui l'a jamais fait. Mais sachant que ça peut presque intéresser beaucoup de gens. Donc c'est des sujets qu'il va falloir traiter. C'est une nouvelle problématique. Moi, j'ai jamais traité ça. Ça va être intéressant. Et c'est de faire monter en compétence à tous les étages de l'organisation les gens. Parce que plus tu grossis, plus il faut que certaines tâches soient prises par d'autres, et ainsi de suite. Donc c'est l'organisation, c'est une croissance normale dans une entreprise. Donc ça, c'est un des enjeux. Et le deuxième enjeu, il est d'essayer de reproduire ce modèle-là sur d'autres secteurs connexes. Est-ce que tu as déjà un secteur en tête ? Quel est-il ? Là, grâce à la Chambre de commerce, on vient de prendre une participation majoritaire dans une toute petite boîte en Eure-et-Loire qui fabrique des spots LED. Qui fabrique des spots LED en Eure-et-Loire ? Ouais. Ok. Et c'est génial. Ils sont 5. Ils font un produit, mais tu n'imagines pas à quel point il est quali. C'est quoi le produit ? C'est des spots. Des spots LED comme on met dans les pots plafonds, c'est ça ? Sauf que on va les garantir 10 ans, tellement ils sont bien, tellement ils sont qualitatifs. Ils sont respectueux de l'environnement, ils sont réparables à vie. Réparable. Ouais. C'est marrant, je m'étais fait la réflexion. Moi, j'ai acheté des spots LED il y a 2 ans et c'était même pas un spot, c'était une applique LED. Ouais. Et en fait, j'ai réalisé qu'elle était pas changeable. Ouais. Il faut l'acheter. Voilà. Bon, après 30 000 heures ou 10 000 heures, je sais pas, mais il y en a une qui a pété au bout d'un an. Oui, elle a pas fait ses 30 000 heures. Non. Si tu fais un calcul de 50 000 heures, c'est 15 ans. Ouais. Donc, si tu veux, là aussi, t'es là, cette petite PME, elle a un savoir-faire, mais de malade en termes de produits. Sauf qu'elle sait pas le vendre. Donc, elle est en danger. Donc, si tu veux, là, on va réconcilier deux choses. On va réconcilier l'excellence produit et le respect de l'environnement. Et je t'assure que le produit, il est incroyable. Il est incroyable, le produit. Que vous allez commercialiser sous son propre nom ou vous allez l'intégrer ? Bon, ça va pas dans Story Rideau. Non, on va l'intégrer sous son propre nom. Okay. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer des synergies, bien sûr. Parce que quand tu es dans la déco, tu mets des stores, des rideaux, tu peux très bien mettre des spots. Et surtout, on va essayer de mettre une nouvelle brique dans notre projet qui est de démontrer que des TPE ou des toutes petites PME, grâce au digital, peuvent se développer et vivre de belles aventures. Mon rêve, c'est que dans 5 ans, il soit plus 5 salariés, mais 20 ou 25. Et franchement, on serait étonné. On en entend souvent parler dans le food, d'avoir des beaux produits, des produits incroyables. Mais industriellement, en France, il y a des trucs qu'on fait qui sont absolument géniaux. Et ça, c'est né la même chose. Le père de la dirigeante actuelle était un ingénieur de génie, il a mis au point des trucs, elle a continué. On a un produit qui est incroyable. Et c'est ça l'enjeu, c'est aujourd'hui de dire comment tu peux transformer ça en réussite humaine. Génial, on ouvre là-dessus, la transmission, on avait commencé là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que ça va devenir ce groupe ? Bon, il y a encore pas mal d'histoires à écrire, j'imagine. Mais Ouais, tout est possible, tout est possible. Il y a des gens, peut-être que si tu ouvres le capital à des salariés, on peut imaginer ça, on peut imaginer... Alors, je te disais au début que les gens qui, si un jour je devais vendre ou reprendre, peut-être que j'ai des enfants qui vont travailler, pas avec moi, mais qui voudront derrière faire quelque chose, pourquoi pas ? La seule chose, c'est que je serai extrêmement regardant le jour où ça se produira. Comme Madame Billy à l'époque. Ouais, bien sûr. Mais ça me paraît légitime. Après, il y a plein d'ouvertures. Je t'avouerai que je suis pas du tout dans ce modèle-là. Moi, je suis plutôt dans un modèle de développement et peut-être que je travaillerai autrement. Mais s'il y a des gens qui veulent prendre les manettes de ce truc-là et que moi, je peux leur amener une expérience, un accompagnement, une réflexion, moi, ça me va bien. Mais ce que je dis, c'est qu'on a énormément de chemin à faire encore. Il y a plein de sujets à traiter. Et il y a plein de boîtes, surtout. Tu disais tout à l'heure le baby boomer, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va en faire, toutes ces sociétés ? Alors, pardon, je crois que je le disais du coup en préparation de l'entretien, mais pas pendant l'enregistrement. Ah oui. Qu'avec mes associés. Non, je l'ai dit pendant l'enregistrement. Je m'en fous, je le répète. On en parle avec mes associés de ce contexte où plein de baby boomers vont arriver à la retraite, ont été entrepreneurs, ont des petites sociétés ou des grosses sociétés, personne pour les reprendre. C'est triste.
Et en même temps, ce sont des opportunités de ne pas laisser ces histoires mourir. Tu vois, bien sûr. Mais de toute façon, tout phénomène, il représente un risque et des opportunités. Le risque, c'est que ces boîtes meurent avec un vrai savoir-faire. Et puis les opportunités, c'est que tu arrives à les faire grandir. La seule chose, c'est qu'on pourra en traiter quelques-unes, mais c'est ce que je dis souvent quand on m'interroge au niveau local, je leur dis toujours, c'est vraiment une leçon d'optimisme, quoi. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est pas le fait qu'on ait 2 millions de visiteurs ou machin. On pourrait peut-être en avoir 3 si on était encore plus doué. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire qu'il y a des boîtes qui ont un savoir-faire et que si on leur amène un peu de nouveauté, un peu de digital et on accepte de se remettre un peu en cause et de changer les choses et qu'on y inclut les gens, t'arrives à faire des trucs qui non seulement perdurent mais se développent. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que si chacun fait son boulot au niveau local, quand on pile les trucs, ça commence à faire un beau résultat. Une leçon d'optimisme, c'est un super mot pour la fin de cet entretien qui était passionnant. Stéphane, merci infiniment. Merci à toi. Merci Maxime, que vous entendez de loin, mais pour cette introduction. Super belle histoire. On a, je pense, passé une grosse demi-heure au début sur ton parcours, le rachat, la culture, l'ADN, la reprise, le change, le changement, la gestion du changement, voilà, en français. C'était passionnant. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie. Bonne chance pour la suite. Merci. Et, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.